Je te souhaite la bienvenue dans cette capsule vidéo, capsule qui sera la première d'une petite série consacrée à la philosophie, puisque ce que je te propose dans cette espèce de petit parcours, c'est une petite introduction à la philosophie. Ce qu'on essaiera d'y faire, eh bien, c'est tout simplement de déjà voir ce qu'est la philosophie, quelle est la méthode qu'elle utilise, quelle est la posture du philosophe, et puis surtout, on se posera la question de savoir ce que la philosophie peut nous apporter, à quoi peut bien servir la philosophie. Alors pour démarrer, j'aimerais prendre le temps de regarder un petit peu la posture particulière qu'est celle du philosophe. Et pour ça, je vais faire appel à une analogie qui me plaît beaucoup, c'est celle qu'on retrouve dans le livre Le Monde de Sophie, qui est un roman qui a pour objectif en fait de parcourir l'histoire de la philosophie. Alors je t'ai envoyé des extraits, j'espère que tu les as lus. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à mettre la vidéo sur pause et à d'abord aller lire ces extraits avant de revenir voir la suite de la vidéo. Il me semble que ce sera plus productif et plus porteur pour toi. Si tu as lu les extraits, eh bien nous pouvons démarrer. Et l'idée finalement dans ce roman, c'est de dire que l'univers, en fait, ce serait une espèce de tour de magie géant. Et plus particulièrement, l'univers serait en réalité une sorte de lapin géant qu'un magicien, un magicien inconnu pour nous ici, aurait sorti de son chapeau et aurait fait apparaître à partir de rien finalement. Et donc l'idée ici c'est quoi? C'est que quand on regarde un tour de magie, on sait qu'il y a un truc, on sait que le magicien utilise des techniques qui nous sont inconnues. Euh, Et en même temps, on se pose la question de savoir justement comment est-ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a pu faire ça. Et donc finalement, l'univers est représenté ici par ce lapin, puisque on est un peu dans cette posture, hein, nous sommes existants, nous vivons, nous sommes là, on n'a pas choisi d'être là, on fait partie d'un ensemble gigantesque qui nous dépasse, et donc on est un petit peu à l'image du lapin, victime ou participant à un tour de magie géant qui nous échappe un petit peu, il faut bien le dire. Et donc, si on regarde un petit peu plus en détail, eh bien, ce lapin représente l'univers. Et nous, êtres humains, finalement, nous serions des petits êtres qui serions occupés à vivre notre vie au sein de la fourrure du lapin. Alors tout ça pourquoi? Tout ça pour illustrer la position du philosophe. Le philosophe, ce serait, au final, un être comme chacun d'entre nous, hein, comme tous les humains, mais qui a la particularité de se rendre compte qu'il est sur un lapin géant, qu'il fait partie d'un tour de magie géant et qui lui échappe. Et le philosophe, du coup, eh bien, si on zoome sur la fourrure du lapin, c'est celui qui sort sa tête de la fourrure, qui est occupé à essayer de voir une vision d'ensemble, qui est occupé à essayer de voir dans quoi est-ce qu'il se situe. Il essaye de percevoir le contexte de l'univers, il est occupé à essayer de percevoir qui est ce magicien qui a créé ce tour, et donc il est occupé à essayer de comprendre finalement pourquoi il est là tout simplement, et qu'est-ce qu'il fait là-dedans, comment ça fonctionne. Alors il faut bien comprendre que cette position du philosophe, elle est particulière, parce que c'est bien ce qu'on nous dit dans le roman du monde de Sophie, c'est que la plupart des êtres humains sont bien au chaud dans la fourrure, hein. Ils sont occupés à vivre leur vie sans se poser de questions, sans se rendre compte qu'ils font partie d'un tour de magie qui est tout à fait exceptionnel. Le philosophe, lui, il est là, et il se rend compte que sa simple présence sur ce lapin géant, et que la présence même du lapin géant est quelque chose de tout à fait dingue, de tout à fait incroyable. Et donc il se pose la question, il cherche à comprendre, il cherche à savoir. Alors tu l'auras lu, la particularité du philosophe par rapport au commun des mortels, c'est qu'il a gardé la capacité de s'étonner. Il est capable de se rendre compte que ce qu'on prend pour naturel, ce qu'on prend pour acquis, ce qu'on ne cherche plus à comprendre, en fait, n'est pas naturel. Il y a dans tout ce que nous vivons, dans toute notre propre expérience de vie, des choses qui sont extraordinaires. Et en réalité, le simple fait de vivre est quelque chose d'extraordinaire et inexplicable, puisque actuellement, personne ne peut affirmer qu'il sait vraiment pourquoi nous existons et pourquoi nous vivons. Et donc, la position du philosophe, c'est celle-là, c'est celui qui essaye de comprendre les choses, qui essaye de s'étonner de l'existence des choses. Alors, bien entendu, le philosophe ne fait pas que s'étonner de notre existence, mais il va se poser toute une série de questions qui sont liées à cette existence, qui sont liées à notre condition de vie, et il va se poser toute une série de questions.
Alors quel genre de questions? Eh bien, je te propose de le découvrir dans le slide suivant. Pour ce faire, il est intéressant de commencer par définir la philosophie. Alors, on a dit que le philosophe, c'est celui qui possède une curiosité, j'ai envie de dire surnaturelle ou hors du commun, puisque le commun des mortels ne se pose pas toutes ces questions que le philosophe envisage. Et on pourrait définir la philosophie notamment par son objet, donc ça veut dire son champ de recherche, ce qu'elle cherche à comprendre. Eh bien, ce qu'elle va chercher à comprendre, ce sont des choses très générales, comme par exemple le monde, hein, c'est ce que j'ai dit, c'est la place de l'univers, l'origine de l'univers, le fonctionnement de l'univers. Euh, c'est la vie. Pourquoi la vie? Alors pas d'un point de vue vraiment biologique, encore que ça peut être intéressant, mais d'un point de vue philosophique, métaphysique. Pourquoi est-ce que nous existons? Comment est-ce que nous devons vivre? Comment est-ce que nous devons exister? Question également sur l'homme. Pourquoi l'homme? Question importante. Sur la mort ou l'absence de vie, hein, si on veut le définir d'une autre manière. C'est un objet pour le philosophe. Y a-t-il une vie après la mort? Qu'est-ce que la mort a comme conséquence sur la vie des êtres humains, par exemple? Des questions plus abstraites telles que qu'est-ce que la nature des choses, hein, donc qu'est-ce qu'une chose, qu'est-ce qu'un objet, euh, qu'est-ce que la beauté? Voilà, un concept ici qu'un philosophe pourrait chercher à définir, c'est de savoir ce que c'est que la beauté. C'est une question qui a l'air simple, mais elle ne l'est pas du tout. Et c'est une question qui a été fortement traitée par les philosophes. Qu'est-ce que bien vivre ensemble ou comment bien vivre, etc. Les objets sont assez nombreux. De manière générale, je résumerai en disant que la philosophie va s'intéresser à des questions qu'on appelle des questions existentielles. Donc existentielles, ça veut dire que ce sont des questions qui sont liées à notre existence. Et plus particulièrement, la question, ce sera des questions d'existence sur le pourquoi et sur le comment. Donc comment vivre et pourquoi est-ce qu'on vit. Alors pour formaliser un tout petit peu cela, je te propose de regarder une définition qu'on peut trouver dans le Robert. Hein. Tu peux en trouver des semblables dans n'importe quel dictionnaire. Finalement, la philosophie, ce serait l'ensemble des recherches, donc il est question d'une recherche, l'ensemble des recherches visant à saisir la réalité absolue, ainsi que les fondements des valeurs humaines, et envisageant les problèmes à leur plus haut degré de généralité. Alors, il y a pas mal de termes importants ici. Le premier, c'est qu'on cherche à saisir la réalité absolue. Donc ça veut dire qu'on va chercher vraiment à obtenir une réalité et plutôt une vérité absolue. Donc ça veut dire que quand un philosophe est en recherche de quelque chose, ce qu'il cherche à obtenir, ce n'est pas une réponse temporaire, ce serait une réponse qui serait valable de manière absolue, donc pour tout le monde et à toute époque. Ce qui évidemment n'est pas évident. Il est question également de valeurs. Les valeurs, on peut définir ça comme étant un ensemble de principes qui guident notre action. Donc des valeurs, ce sont des choses qui nous disent comment est-ce qu'on doit se comporter. Donc il est bien question aussi de savoir comment est-ce qu'il faut vivre. Il est question de problèmes et de problèmes qu'on envisage à un niveau de généralité le plus haut possible. Donc ça veut dire que si on résume un petit peu, le philosophe va s'intéresser à des questions, à des problématiques qui sont rencontrées par tout le monde. Donc le philosophe ne va pas s'intéresser au fait que, eh bien, moi je trouve que le foot c'est quelque chose d'inutile pour la société et que c'est un sport nul. Le philosophe ne s'intéresse pas à ça. Ce que le philosophe va chercher à faire, c'est s'intéresser à des problématiques qui concernent tous les êtres humains de manière générale. Et quand je dis tous les êtres humains, encore une fois, c'est à toute époque. Donc ça veut dire que les questions que le philosophe pose sont des questions qui sont valables maintenant, mais qui étaient valables il y a 2000 ans et qui seront valables dans 2000 ans encore. Ces questions doivent être valables pour moi, Européen, tout comme pour quelqu'un qui vivrait sur un autre continent. Donc des problèmes généraux avec une visée d'absolu, donc ça veut vraiment dire qu'on recherche ici à obtenir une réponse entre guillemets définitive. On cherche la réponse. Alors tu peux déjà te rendre compte que la philosophie est un projet vaste, compliqué, et qu'en réalité, la vérité absolue est très compliquée à obtenir, et donc c'est plutôt une recherche perpétuelle, une recherche permanente pour arriver à se rapprocher au maximum de l'absolu. Poursuivons notre petit parcours en nous intéressant
quelques instants aux origines de la philosophie. J'imagine que tu t'en doutes, la philosophie tire ses origines de la Grèce antique, hein. Comme souvent, les choses démarrent dans l'Antiquité et plus particulièrement en Grèce. D'ailleurs, on peut en trouver une trace dans le terme philosophie en tant que tel, puisque le mot philosophie est composé de deux racines, philo et sophie. Philo qui signifie amour, sophie qui signifie sagesse. Donc, la philosophie, c'est finalement l'amour de la sagesse. On peut étendre ça un petit peu en disant que la philosophie, c'est l'amour de la connaissance. Alors il faut bien se rendre compte que l'apparition de la philosophie va marquer une rupture importante. Rupture pourquoi? Eh bien parce que tu le sais, avant la philosophie, dans l'Antiquité, on explique les choses au travers du mythe. C'est-à-dire que l'organisation du monde, le fonctionnement des choses, les événements, les maladies sont expliqués au travers de mythes. Et plus particulièrement, dans le monde, ce sont des forces divines qui dominent et qui provoquent les choses. Et donc on peut tout expliquer au travers des forces divines, donc des dieux qui agissent sur le monde. Ça veut dire que finalement, le pourquoi des choses échappe à l'être humain. Il ne peut pas vraiment expliquer les choses si ce n'est que des dieux ont décidé que les choses seraient d'une telle manière et pas d'une autre. Si quelque chose se produit, c'est que les dieux en ont décidé. Et finalement, le pourquoi ou pourquoi est-ce que les dieux ont décidé cela, nous, en tant que petit être humain, on est un petit peu dépassé par cela. Une fois que la raison intervient, donc une fois que la philosophie démarre, les choses deviennent très différentes. À ce moment-là, ça veut dire que le monde, lui, devient intelligible, compréhensible. Ça veut dire que l'être humain est capable de comprendre comment les choses se passent et pourquoi elles se passent comme cela. Et donc ça signifie qu'il doit exister des principes, des lois qui régissent, qui organisent le monde et que l'être humain est capable de saisir, de comprendre ces lois et ces principes. Et ça particulièrement, ce sera le travail du philosophe, c'est de comprendre quels sont ces principes, quelles sont ces lois. Alors rappelle-toi, la recherche du philosophe est une recherche absolue, générale. Et donc arriver à comprendre les lois qui régissent le monde, c'est arriver à comprendre finalement l'ensemble de ce qu'il y a à comprendre sur le monde, ce qui permet d'en déduire la manière dont il faut se comporter, la manière dont il faut vivre. Alors, au niveau de la philosophie, on distingue en général deux moments forts. Les choses se font en deux étapes. La première, c'est ce qu'on va appeler l'apparition des philosophes de première génération. Alors moi j'aime bien le terme de première génération, mais si tu lis des livres sur la philosophie, tu vas trouver le terme de philosophe pré-socratique, donc des philosophes d'avant Socrate. Alors ça se passe plus particulièrement au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec des personnes que tu connais, hein. Il y a notamment Anaximandre. Alors si tu ne t'en rappelles pas, Anaximandre, c'est celui qui a émis une hypothèse selon laquelle la Terre reposerait dans le vide, hein, et que l'univers serait infini. Hein. Thalès, hein, et Pythagore, qu'on connaît pour leur apport en géométrie et en mathématiques. Alors, ces philosophes-là ont la particularité de se poser principalement un questionnement sur le monde, sur ses rouages, et donc de manière plus générale, c'est un questionnement qui est d'ordre cosmologique. Donc on cherche à comprendre le fonctionnement du monde, quels sont les principes du monde. Et ça marque en réalité les origines de la science. Alors, cet aspect-là, tu le connais un petit peu, puisque c'est une chose dont on a discuté dans le parcours sur les origines du monde. Et puis, par la suite, vont arriver ceux qu'on considère un peu plus comme étant les fondateurs de la philosophie, on pourrait dire les philosophes de deuxième génération, même si, de nouveau, c'est un petit peu discutable et que c'est un petit peu condescendant pour les philosophes de première génération qui ont un apport hyper important, mais on a tendance à considérer que la philosophie telle qu'on l'envisage maintenant démarre vraiment au 5e siècle avant Jésus-Christ, grosso modo, avec des personnages tels que Socrate, Platon et Aristote. Alors quelle est la différence avec ces philosophes pré-socratiques? Eh bien la différence, c'est que chez eux, on va s'intéresser non pas uniquement au fonctionnement du monde, à la cosmologie, mais on va s'intéresser à l'homme et à sa place dans le monde. Donc ici, on déplace un petit peu le sujet pour s'intéresser non pas au monde, mais à l'être humain, et c'est finalement
sur l'être humain que le questionnement va se porter. Alors, ce questionnement-là, il est lié au fait qu'à cette époque-là, à Athènes particulièrement, se développe la démocratie. La démocratie, ça veut dire que c'est le peuple qui est au pouvoir, qui a un pouvoir de décision sur la manière de vivre. Et du coup, il est important que le peuple finalement soit éclairé, que le peuple comprenne les choses, que le peuple soit capable de réfléchir. Et donc, pour cela, eh bien, il est nécessaire que l'homme soit capable de développer une méthode, une logique qui lui permette de réfléchir à sa place dans le monde, à sa manière de vivre et aux principes qui doivent gouverner finalement sa manière de vivre. Alors attention, il faut tout de même bien comprendre que cette méthode et cette logique et le fait qu'on soit centré sur l'être humain n'exclut pas la manière d'envisager la philosophie de la première génération de philosophes, mais les deux vont se combiner en réalité. Hein. Donc l'explication scientifique n'est pas complètement évacuée à cette période-là. Hein. Socrate, Platon, Aristote ont une pensée scientifique. Hein. Les deux se mêlent en fait de manière très forte. Et donc, il faut bien comprendre qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va poser des hypothèses sur le monde. Comment est-ce que le monde fonctionne? Comment est-ce que le monde est constitué? Quelles sont les règles qui dominent le monde? Et du coup, on va déduire de ces hypothèses, de ces principes, on va déduire de manière logique, hein, la logique et la raison sont très très importantes, ce que tout cela va impliquer sur l'homme, sur sa vie et sur son comportement. Voilà, donc tu vois, le projet de la philosophie est assez large, assez englobant. L'objectif est de comprendre comment bien vivre en comprenant pourquoi est-ce qu'on vit, comment il se fait qu'on vit, et qu'est-ce qui finalement régit l'ensemble de notre existence. Alors dans la suite, ce qu'on fera particulièrement, c'est qu'on va s'intéresser à un mouvement, à une école de pensée qui est l'épicurisme, et on va voir justement comment les hypothèses qu'il pose sur le monde vont avoir un impact sur la manière dont on envisage l'existence et dont on pense qu'il faut vivre pour vivre correctement. Mais ça, ce sera l'objet de la suite des capsules vidéo. Merci pour ton écoute et à bientôt.